Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Limo sans cravate. Aujourd'hui, on fait un nouvel épisode dans le format un peu guide qu'on a lancé la dernière fois. On avait fait un premier épisode sur les 6 principes qui, selon nous, étaient importants du pourquoi investir dans l'immobilier, pourquoi c'est intéressant. Aujourd'hui, on va parler de établir sa stratégie, les questions que vous devez vous poser avant de commencer votre projet et un petit peu les étapes d'un investissement, comment ça se passe concrètement. Voilà. Est-ce que Thibaut, tu pourrais te présenter en 2 secondes? Ouais, je vais nous présenter à tous les deux, ce sera plus simple. Allez. Si vous ne nous connaissez pas, que vous avez pas, voilà, vous êtes nouveau sur le podcast, nous c'est Alex et Thibaut, on est cofondateurs de Sans Cravate, qui est une société avec laquelle on accompagne les particuliers à investir dans l'immobilier. Sur toutes les étapes d'un projet d'investissement immobilier. C'est ça, comme voilà, les étapes qu'on cite là, à savoir dès établir sa stratégie jusqu'à La mise en location. voilà, trouver un bien rentable, la mise en location, le financement, la fiscalité, etc. Voilà, sur tout le process. C'est un accompagnement qui est un format hybride entre de la formation et du coaching. Où on co-construit le projet avec nos membres. Voilà, on co-construit le projet avec nos membres et on les accompagne jusqu'au résultat. Ça, c'était pour la petite présentation. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir attaquer dans le vif du sujet. Donc maintenant, on va parler de comment établir sa stratégie pour bien se lancer en immobilier. C'est ça. On sait que vous êtes nombreux, que ce soit nos membres ou vous qui nous posez des questions sur Instagram, etc. À vous poser pas mal de questions sur cette phase-là, à savoir qu'est-ce que je dois faire avant de me lancer, quelles questions je dois me poser, sur quelle stratégie je pars, sur quel type de bien je pars, etc. Et c'est une phase qui d'ailleurs vous paralyse souvent pour passer à l'action. Donc le but c'est qu'on éclaircisse ça un maximum pour vous faciliter le passage à l'action Ouais. derrière. Pour moi, la première étape, c'est d'adopter le bon état d'esprit. Vraiment, c'est venir se débarrasser de tous ces blocages et des fausses croyances qu'on pourrait avoir sur l'investissement immobilier. Du type, je ne peux pas investir, j'ai pas la situation, j'ai pas d'apport, je suis trop jeune ou je suis trop vieux, c'est trop tard, ça prend trop de temps, j'ai peur de ne pas pouvoir tout simplement louer, j'ai peur de me tromper et que ça me mette dans une situation financière compliquée. Euh, Voilà, Ça peut être, voilà, les locataires vont tout casser. voilà. Bref, C'est un peu ce que vous entendez quand vous commencez à vous intéresser sur le sujet, que vous en parlez autour de vous. Si c'est des gens qui n'ont jamais investi, ils vont vous dire ah non, c'est trop risqué, les locataires, ils vont pas payer, ils vont les tout taux d'emprunt casser. sont trop élevés. Voilà, Bref, voilà, ça, clairement, c'est du bullshit et c'est des fausses croyances et c'est des excuses, hein, au final, pour ne pas passer à l'action. voilà. Donc, comme disait Alex, la première étape, c'est d'essayer. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense que c'est un process qui prend du temps aussi Ouais, ouais, ça prend du si, temps. si vous êtes nouveau là-dedans. Mais globalement, euh, déjà, n'écoutez pas les gens autour de vous qui n'ont pas investi et qui vous donnent des conseils là-dessus. Par exemple, si vous voulez apprendre à cuisiner, vous allez voir potentiellement un chef ou un chef étoilé si vous avez l'occasion qui va vous apprendre. Vous n'allez pas aller voir tonton Marcel qui sait faire que des pâtes au ketchup. C'est un peu le même principe. Euh, essayez d'aller échanger avec des gens qui sont déjà dans cette situation-là et qui du coup seront passés par les mêmes étapes que vous psychologiquement, etc. Pour moi, adopter le bon état d'esprit, ça passe aussi par comprendre pourquoi vous voulez investir dans l'immobilier. C'est le fameux why, trouver son why euh, et déterminer en fait qu'est-ce qui vous pousse à investir aujourd'hui. Oui, c'est vrai, et tu as raison, le pourquoi est très important. Ça va avec adopter un bon état d'esprit. Bon, je refais une parenthèse là-dessus. Ça prend du temps, mais en se formant déjà, c'est enlever tous ces blocages qui peuvent nous paralyser pour se lancer et investir dans l'immobilier. Mais déjà, en se formant, on va beaucoup plus comprendre le fonctionnement et le mécanisme d'un investissement qui va nous rassurer. Et au final, tous les blocages qu'on pourrait avoir sur mais le locataire va pas payer, ça va pas se louer, ça va me mettre en difficulté financière, eh bien, on va voir que finalement, on peut avoir des certitudes pour verrouiller un projet immobilier et venir enlever tous ces doutes et toutes ces craintes. Ouais, carrément. Et c'est un truc, Et il y a voilà, des outils pour ça, carrément. Carrément, il y a des outils pour et ça. des outils et des méthodes. Carrément. Et c'est un truc important parce que, comme disait Alex, en fait, ces barrières et ces blocages peuvent, même si vous pensez avoir envie d'investir dans l'immobilier,
ça peut vous bloquer en fait au moment où ce sera important de passer à l'action, au moment où il faudra acheter, où il faudra s'engager sur peut-être plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc c'est important et je pense que c'est un travail de longue haleine aussi à travailler. Et c'est là où le pourquoi va être important. C'est dans ces moments-là où Carrément. justement, il va y avoir l'engagement. On va se poser la question, est-ce que je fais pas une connerie ou non? Et c'est là où le pourquoi va être vraiment très important et va prendre le dessus pour pouvoir avancer et investir de manière sereine. C'est ça. Et plus le pourquoi en fait va avoir du sens pour vous, va être fort, et plus vous pourrez vous appuyer dessus pour investir, quoi. Donc qu'est-ce qu'on entend par pourquoi? C'est vraiment le pourquoi profond. On entend souvent, oui, moi je veux investir pour être libre financièrement. Pour générer des revenus complémentaires. Mais Voilà. non, ça marche pas. Ouais. Pourquoi vous voulez générer des revenus complémentaires? Pour pouvoir plus dépendre de mon salaire, pour pouvoir être libre, voyager? Non. Pourquoi tu ne veux plus dépendre de ton salaire? Mais là, pour être libre, pour profiter de mes proches, d'accord. Pourquoi tu veux être libre? Là, aujourd'hui, tu profites pas de tes proches. Qu'est-ce qu'il va y avoir en plus? Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut se poser, vraiment aller chercher le pourquoi très profond et pas superficiel et s'arrêter à une seule question. Pourquoi investir dans l'immobilier? Pour avoir des revenus complémentaires. Voilà. Ouais, ça Donc, c'est cool. il Mais y a une bonne technique pour ça. C'est exactement ce qu'on vient de faire à l'oral en échangeant. Mais essayez de vous poser la question du pourquoi plusieurs fois d'affilée, au moins 3 fois d'affilée minimum, pour essayer de creuser en profondeur dans vos intentions et dans ce qui vous motive en fait. Donc, comme disait Alex, pourquoi je veux investir? Pour générer des revenus complémentaires. Pourquoi je veux générer des revenus complémentaires? Pour être plus libre, avoir le temps. Pourquoi je veux être plus libre, avoir le temps? Pour profiter de mes proches, pour voyager, je sais pas. Ça, c'est chacun a ses raisons. après, ça peut pas être forcément voilà, une raison très spécifique. Moi, par exemple, si on prend mon J'allais te pourquoi, poser la question. moi, mon pourquoi j'investis dans l'immobilier, c'est tout simple. C'est parce que je suis passionné. Je suis vraiment passionné. C'est quelque chose qui m'anime, qui me passionne de créer enfin, d'acheter des logements qui sont un peu délabrés et à réaliser les travaux de rénovation et en faire quelque chose de propre, de correct, de décent et d'apporter de la valeur par la rénovation et proposer que ce soit à la revente dans le cadre des opérations de marchand de biens ou à la location. Voilà, mon pourquoi, il est là. C'est la passion. Clairement, Oui, toi, c'est ce qui m'anime. C'est pas pour justement être libre financièrement. Ça, c'est secondaire et ça va avec. oui, Et oui. c'est finalement Mais le résultat de ma passion qui m'a amené là. Mais carrément, toi, ce qui te drive, c'est juste que t'aimes ça, en fait, tout simplement. ouais, Et clairement. que tu t'éclates à faire ça. Mais voilà, chacun a son pourquoi, chacun est différent. Et c'est normal et c'est pas grave. Mais c'est important de savoir ce qui vous motive parce que dans ces moments-là où il faudra prendre des décisions, où on lit souvent, nous, mais c'est un peu des montagnes russes émotionnelles, l'investissement immobilier. Complètement, ouais. Donc, dans les moments de down, dans les moments voilà, compliqués, ce serait important de se reconnecter à son pourquoi. Comme tu dis, vraiment, c'est l'ascenseur émotionnel à chaque projet, même chaque jour. Hein, il y a des moments de down, de pic, où on peut être super content parce qu'on a appris une bonne nouvelle et 1 heure après, ça va être la déception parce qu'on a appris une mauvaise nouvelle comme quoi voilà, il va y avoir des retards de livraison, quelque chose a été mal fait dans la rénovation ou la négociation, elle est passée mais finalement le vendeur revient sur ses positions. Bien sûr. Donc vraiment, il faut être accroché et il faut être prêt aussi à vivre ça. C'est À sortir de sa zone de confort. exactement, on fait le parallèle souvent, je le redis, à chaque épisode, je Ouais, le dis, alors, avec l'entrepreneuriat. si vous êtes nouveau dans le podcast, sachez que Alex ressort cette phrase à tous les épisodes. Mais c'est vrai, c'est de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, on le voit bien, Thibaut, c'est pas tout beau, tout rose, hein, comme on pourrait le penser sur les réseaux sociaux. Même sur les investissements immobiliers, sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup de... En fait, on voit le résultat, mais on voit pas. Voilà, on voit le galère. résultat, mais on voit pas le chemin parcouru pour en arriver au résultat. Non, mais voilà, pour finir, que le chemin est souvent rempli d'obstacles et qu'il faut être justement préparé à ça. C'est ça. Donc, première étape, du coup, c'est vraiment sur adopter le bon état d'esprit, un peu investisseur, entrepreneur, comme on veut l'appeler. Trouver un why trouver son why pour pouvoir avoir cette motivation, ce feu intérieur pour avancer. Donc, première étape. Deuxième étape, c'est tout bête, mais c'est juste faire un bilan de sa situation perso.
Donc, que ce soit la situation financière, donc combien vous gagnez. Si vous investissez seul ou à deux, bien sûr, vous pouvez faire les calculs à plusieurs, mais combien vous gagnez, combien vous dépensez. Euh, vo- Le, Vas-y, vas-y. le patrimoine existant aussi, que ce soit le patrimoine, alors patrimoine, c'est pas forcément immobilier, mais ça peut être le patrimoine financier. Ça peut partir de votre épargne, des placements sur les assurances vie, les PEA, les livrets A, enfin bon, les comptes sur livret, peu importe. Les placements financiers, ça peut être une maison si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, si vous avez déjà du locatif. Bref, c'est votre situation financière dans sa globalité. Voilà, donc comme je disais, si vous avez déjà de l'immobilier, ben, pareil, combien vous avez de biens, combien vous avez de dettes dessus, combien vous avez remboursé de dettes, votre capacité d'emprunt. Ça, c'est des choses que vous pouvez calculer pour faire un point sur votre situation. La situation aussi, j'allais dire extra-financière, justement, à savoir ben, votre statut professionnel, que ce soit le type de contrat ou même le secteur dans lequel vous bossez. Euh, La la comp- composition du foyer ouais, familial. exactement. Euh, Est-ce que vous avez des enfants? Est-ce que vous n'avez pas d'enfants? Est-ce que vous avez des gens à charge? Pas à charge? donc tout ça, tout ce bilan est nécessaire pour la suite de votre projet d'investissement. Ensuite, on va rajouter l'épargne que vous avez, l'épargne à court terme, moyen terme et long terme, parce que c'est important et il faut se diversifier. On ne le dit pas assez, on est vraiment sur ce podcast axé très immobilier, parce que l'immobilier c'est génial et ça permet d'avoir des résultats fantastiques quand on ne vient pas forcément d'un milieu très aisé, mais diversifier son patrimoine sur des placements financiers est tout aussi important. Bah, tu as bien résumé le truc. Donc, deuxième étape, faire un bilan de sa situation. Généralement, c'est un truc qui est vite fait parce que vous connaissez un peu vos situations perso. Je trouve que c'est intéressant aussi à ce moment-là d'essayer de réfléchir dans un premier temps à quels sont mes points forts et mes points faibles par rapport à ce projet d'investissement. Enfin, quels sont mes avantages concurrentiels, entre guillemets, par rapport aux autres. Donc, par exemple, si vous êtes dans le bâtiment ou que vous avez de la famille dans le bâtiment, bah, ça va être plus simple, beaucoup plus simple que vos concurrents, entre guillemets, sur la partie travaux. Est-ce que vous avez beaucoup d'épargne? Est-ce que vous avez, je sais pas, déjà des gens dans votre entourage qui ont investi? Est-ce que, voilà, tout ça pour moi. Est-ce que vous êtes dans une région aussi déjà qui est intéressante pour l'investissement? Essayez voilà, de déterminer un peu vos points forts. Ça va peut-être vous driver par la suite, du coup, sur une stratégie ou une autre en particulier. Donc ce bilan personnel est très important, comme tu dis Thibaut, pour apprendre déjà à se connaître et voir les points d'amélioration qu'il y aurait à faire, les avantages et les inconvénients. Et ensuite, la deuxième étape, après avoir fait cet audit, c'est de connaître son profil investisseur. Et ça passe par 7 critères à prendre en compte. Ouais, 7 critères. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on entend par profil investisseur? Parce que c'est peut-être un peu flou, mais bah, ça englobe pas mal de choses, mais c'est en fait sur quel type d'actifs, de projets, etc. Vous allez être à l'aise d'aller. Donc forcément, il y a un objectif financier derrière ça. Donc combien et à quel niveau de rentabilité vous attendez un retour sur investissement. Le niveau de risque, nous, c'est un truc qu'on aborde très souvent parce que souvent, on ne s'en rend pas spécialement compte dans l'IMO. Mais donc, c'est un peu par rapport au ratio risque-rendement, Ouais. risque-rentabilité, si vous voulez. Plus vous allez cibler des projets qui sont rentables et plus le risque est important. Le risque, alors je l'associe déjà forcément au niveau d'impayés, au niveau des secteurs un peu dégradés, Complètement. donc sur la plus-value, mais aussi pour moi en termes de risque opérationnel, quoi. Oui, C'est-à-dire sur que les travaux. les travaux, plus il y a de travaux, plus potentiellement vous allez pouvoir faire de plus-value, plus ça va être rentable, mais aussi plus vous allez avoir de risques dans la rénovation. Ouais. Il y a des trucs que vous n'avez pas prévus. Travaux, c'est un très bon exemple, mais je pensais aussi au temps que vous allez y consacrer. Investir et rester dans ce, comment dire, dans ce scope-là d'investisseur et exploiter de la courte durée, pour moi, c'est deux choses différentes, c'est deux métiers différents. On peut être un investisseur qui gère ses biens en courte durée. Dans ce cas-là, on va attendre une rentabilité très élevée, mais on va avoir énormément de contraintes d'un point de vue opérationnel. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Plus vous allez vouloir être tranquille, entre guillemets, sur la partie exploitation, et moins ça va être rentable. Et inversement, plus vous allez vouloir prendre des responsabilités dans l'opérationnel et plus vous allez pouvoir garder en rentabilité. Je voulais faire une petite parenthèse.
sur le fait qu'un bien, sur le papier, peut être très, très rentable, mais dans les faits et sur le terrain, il s'avère que la rentabilité vient être impactée par différents facteurs, notamment des impayés, comme tu le disais Thibaut, une faible tension locative, donc avec une vacance locative importante. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte. On peut avoir des rentabilités énormes dans des zones rurales parce que les prix de l'immobilier sont vraiment pas chers et on peut louer à des prix corrects. Sauf que derrière, il faut vraiment analyser la situation dans sa globalité, que c'est bien beau sur le papier, mais si derrière, on a 3 mois de vacances locatives dans l'année ou qu'on a des impayés liés au profil des locataires, mais finalement, la rentabilité espérée sur le papier ne l'est plus du tout. Bien sûr. Bah, de toute façon, Ça, c'est vraiment important. ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et j'ai envie de dire, peu importe que vous investissiez dans l'immobilier ou ailleurs, peu importe, mais dans tous les types d'actifs, dans tous les types d'investissements, gardez ça en tête, quoi. Ratio risque-rentabilité, les deux sont liés. Plus vous allez choper quelque chose de rentable et plus ça va être risqué d'une manière ou d'une autre, Voilà, que ce soit. mais ça ne veut pas dire que ça le sera rentable vraiment dans la partie opérationnelle. Sur le papier, oui. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de venir se sécuriser en immobilier. Donc voilà, ça c'était le deuxième critère à prendre en compte, le risque. Vous avez aussi le budget. On ne peut pas tous se positionner sur la même taille de projet. Donc ça, vous pouvez le calculer un peu en fonction de ce que vous gagnez et de vos charges fixes pour savoir combien vous pouvez emprunter au maximum, etc. Donc, C'est pour ça qu'en amont, c'est bien de faire un audit personnel de sa situation pour oui, calculer le carrément. budget. C'est pour ça, c'est la première étape, quoi. Mais donc, budget, hyper important. Ça va déterminer ce que vous pouvez acheter, ce que vous ne pouvez pas acheter, dans quelle ville vous allez acheter, dans quelle ville vous n'allez pas acheter. Le temps et l'énergie dispo aussi, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais est-ce que vous avez le temps et l'énergie dispo nécessaires pour vous former, pour passer à l'action, faire des visites, etc. Ou pas du tout, et dans ce cas-là, il faudra peut-être penser à déléguer votre investissement. C'est toujours pareil, plus on fait des choses nous-mêmes et plus on garde en rentabilité, en performance de votre investissement, mais plus ça a des contraintes, soit en temps, soit financières, d'autre part, il n'y a pas de secret. Ensuite, ça va être l'horizon d'investissement. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'horizon d'investissement ? Ça va être la vision que vous avez de votre investissement et de vos objectifs qui correspondent à vos objectifs, que ce soit sur un investissement avec une exploitation pendant 5 ans et une revente après les 5 ans, justement pour investir dans un autre projet, ou parce que vous savez que c'est à ce moment-là que la fiscalité va venir impacter votre projet. Il y a ça, et il y a aussi dans cette notion d'horizon d'investissement, quand est-ce que vous comptez avoir un retour sur investissement, quoi. C'est-à-dire que, je dis n'importe quoi, mais si vous voulez placer de l'argent aujourd'hui pour avoir un retour d'ici 3 ans, parce que dans 3 ans, vous avez le projet d'acheter une résidence principale ou j'en sais rien. Enfin, vous avez un autre projet à côté et que vous avez besoin, du coup, de pouvoir récupérer cet argent-là avec la performance associée. Va falloir le prendre en compte. Vous n'allez peut-être pas faire forcément la même chose si vous avez pour but de revendre dans 2 ans que si vous avez un objectif plus long terme où vous comptez l'exploiter sur 15 ans, quoi. Complètement. Donc voilà, vous n'allez pas faire les mêmes stratégies, vous n'allez peut-être même pas faire du locatif si c'est sur 2 ans, enfin j'en sais rien. C'est pour ça qu'on arrive au prochain point qui sont les connaissances immobilières, les connaissances en investissement qui sont très importants pour connaître son profil investisseur et le type d'opération qu'on souhaite réaliser. Parce que sans les connaissances, on ne sait pas qu'est-ce qui est forcément possible de réaliser. Donc, ça, c'est très important. C'est ça. Et le 7e critère, du coup, qui rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur votre disponibilité et on va dire la charge que vous allez prendre dans votre projet, c'est un peu les sacrifices que vous êtes prêt à faire voilà, en termes de temps, d'argent, etc., quoi. Voilà. Moi, je me souviens sur la première opération, j'ai déjà raconté cette histoire, mais j'étais étudiant et j'étais en expatriation à Barcelone. Donc, j'étudiais sur un campus à Barcelone et tous les week-ends, je remontais sur Toulouse. Donc, je me tapais 4 heures de voiture pour revenir sur Toulouse pendant que mes potes étaient en train de faire la fête chaque week-end à Barcelone. Et je n'ai pas passé un seul week-end à Barcelone durant mes 6 mois d'expatriation. Et je les ai passés à faire les travaux de rénovation. Et ça fait partie des sacrifices. Ouais, ça, carrément. Encore une fois, pareil, sur illustré, ma première opération,
n'avais pas anticipé le fait de changer la toiture. Et il fallait totalement la changer pour repartir sur quelque chose de neuf parce qu'elle était très abîmée. Et j'ai vendu ma voiture, du coup, pour payer cette toiture, mon premier investissement. Encore une fois, ça fait partie des sacrifices. Après, il y a des sacrifices qui peuvent être plus ou moins minimes. Là, c'était quand même des gros sacrifices, hein. Euh, on va dire que c'est les prix de la leçon pour apprendre, parce qu'on apprend toujours. Mais ça peut être, par exemple, si vous prenez un café tous les matins à 3 euros, mais voilà, déjà, si vous souhaitez améliorer votre situation financière, bon, c'est pas, tout dépend les profils, c'est pas 3 euros, quoique 3 euros tous les jours, ça peut faire une certaine somme, mais en fonction de votre situation, si c'est un peu ric-rac à chaque fois à la fin du mois, mais voilà, venir faire quelques sacrifices justement pour atteindre votre objectif pour ensuite vous acheter tous les cafés que vous souhaitez. Là, c'est bien résumé. Voilà, donc ça, c'était les 7 critères. Pourquoi, selon nous, c'est important de connaître son profil investisseur? C'est pour deux raisons principales. C'est qu'en fait, ça va énormément faciliter votre prise de décision par la suite. Parce que, et deuxième raison, et après j'explique pourquoi, mais deuxième raison, vous allez éviter les conflits internes avec vous et vous-même, quoi. Nous, on l'a vu trop de fois, des gens qui, par exemple, ils ont vu sur les réseaux que la stratégie du moment, c'était de faire des immeubles de rapport dans des villes reculées pour faire énormément de cash flow. Mais si en fait, vous, votre profil investisseur, si vous, au fond de vous, vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça, et en fait, au moment de vouloir se positionner, vous ne le ferez jamais parce que ce n'est pas un type d'investissement qui vous correspond tout simplement. Donc voilà, c'est hyper important à le faire pour cadrer sa stratégie derrière. Mais si c'est contraire entre guillemets à vos valeurs et avec ce avec quoi vous êtes à l'aise, tout simplement, vous n'allez pas passer à l'action. Donc, encore une fois, ça a pour but de simplifier derrière le passage à l'action et d'être aligné entre le projet que vous allez faire et vous, ce que vous pensez intérieurement, quoi. Très important. Salut, c'est Alex. Juste avant de poursuivre l'émission, je te rappelle que tu peux télécharger gratuitement notre formation sur l'investissement immobilier où on te partage comment construire ta stratégie d'investissement pour te lancer sereinement. Pour ça, rien de plus simple, tu as juste à cliquer sur le lien en description pour la recevoir tout de suite dans ta boîte mail et je te laisse pour la suite de l'émission. Après, il y a une question qui revient très souvent, c'est est-ce que j'achète ma résidence principale ou du locatif? Parce que, par exemple, je suis allé voir la banque m'a dit d'acheter ma résidence principale. Parce qu'elle ne finance pas du locatif si je n'ai pas ma résidence principale. Bon, déjà, clairement, je tiens à dire que ça, c'est totalement faux. J'en suis la preuve et il y a plein de membres aussi qu'on accompagne à qui c'est arrivé où les banques ont dit vous n'êtes pas propriétaire de votre résidence principale, je ne peux pas vous financer votre projet d'investissement locatif. Donc moi, clairement, je vais vous dire comment j'ai répondu à ma gentille banquière sur cette objection. Je lui ai dit, c'est très bien. Aujourd'hui, j'habite dans une grande métropole, donc à Toulouse. Le prix de l'immobilier est cher. Et aujourd'hui, je suis locataire d'un T3, simplement. Donc, le loyer, c'est 700 euros. Je vais être totalement transparent avec vous. Aujourd'hui, si je souhaitais un T3 avec les mêmes prestations dans la commune où j'habite, j'en aurais à peu près pour 270 000 euros. D'accord ? Donc 270 000 euros, un prêt sur 25 ans, ça va représenter 1400 euros de mensualité. Ouais, à peu près de tête. Hein. Ouais, surtout maintenant avec les taux à 5. Donc 1400 euros de mensualité, d'accord, entre 1500 et 1400. Je paye 700 euros. Donc je lui ai dit, vous voyez, quel est le plus avantageux? Donc oui, je paye un loyer, donc on pourrait dire que je jette de l'argent par les fenêtres, mais derrière, si je faisais ce projet de résidence principale, déjà, il faut avoir la capacité d'emprunt. Oui, de base. Toutes les personnes n'ont pas ça quand ils habitent dans une grande ville. Et deuxièmement, si je peux réaliser ce projet, si je n'ai pas une capacité financière suffisante, ça voudrait dire que je me mets à bloc sur mon taux d'endettement et derrière, ça peut être compliqué pour enchaîner sur des projets locatifs. Donc, je l'ai expliqué comme ça. J'ai dit après, si vous me prêtez sur 270 000, go, on y va. Mais je pense que ces moyens
au vu de la vision que j'ai et de la stratégie que j'ai, ça pourrait me bloquer sur des potentielles opérations. Donc voilà. Et elle a totalement bien pris et derrière, elle m'a financé tous mes projets locatifs. C'est ça, ouais. Si on devait un peu résumer le truc, un peu les avantages Mais ça, dans, dans un cas et dans l'autre. ouais, voilà. Je disais que ça, c'est ma situation Oui, voilà, personnelle carrément. et que ça répond pas forcément à la question. Maintenant, on va répondre à la question Voilà. RP ou locatif. Voilà, est-ce qu'on achète sa RP ou est-ce qu'on reste locataire? En fait, c'est ça la vraie question. Ouais. Dans un but d'investir derrière, bien sûr. Hein. Si vous avez le choix entre acheter une RP ou pas investir du tout, ben achetez la RP, hein, c'est mieux. Ah oui, Mais je veux dire, là, on est dans une optique clairement. où soit on achète la RP pour l'investissement, soit on reste locataire pour investir. On est dans cette optique-là. Les avantages côté RP, c'est que vous avez une capitalisation mensuelle, c'est-à-dire qu'au lieu de, comme tu disais, D'enrichir tout à un l'heure, propriétaire, vous allez vous enrichir vous à titre personnel. exactement sur L'amortissement du sur capital. l'amortissement du capital. Vous aurez aussi accès à un financement plus souple. C'est quand même plus simple de se faire financer généralement sur des résidences principales que sur du locatif, avec des conditions parfois plus avantageuses. Pour de la revente, pour de l'achat-revente, ça peut être intéressant fiscalement de choisir une résidence principale. Parce que pour le moment, il y a l'exonération d'impôt sur la plus-value. C'est-à-dire que Bien si vous faites une bonne affaire, vous achetez un bien et vous y habitez 2 ans dedans, 3 ans, et que vous le revendez au bout de 3 ans, sur votre plus-value, ça sera l'intégralité dans votre poche nette sans imposition. Et ensuite, bien évidemment, acheter sa résidence principale, c'est le confort. On Ouais. se sent bien chez soi. Voilà. C'est ça que les gens cherchent quand ils achètent une résidence principale, c'est pour avoir un chez eux. Souvent ils disent ça, je veux un chez moi. Ouais. Donc c'est vraiment ça, c'est cette notion de confort que De bien-être. effectivement vous n'aurez pas, enfin en tout cas moins si vous êtes locataire. Et côté locataire, du coup, pourquoi rester locataire de sa résidence principale pour continuer à investir? Bon déjà, comme disait Alex tout à l'heure, c'est pas du tout un frein pour investir. Vous allez avoir plus entre guillemets de revenus à consacrer à votre investissement. Donc vous pourrez investir derrière potentiellement plus facilement si vous habitez dans une grande métropole. Ouais, vous avez plus de flexibilité géographique. C'est-à-dire que demain, vous êtes locataire. Si, je dis n'importe quoi, vous souhaitez déménager dans le sud de la France pour profiter du soleil et venir passer par Toulouse, vous pouvez le faire. Vous pouvez vous déplacer. C'est plus facile de mettre fin à un contrat de bail et de reprendre un nouveau bail. Quoique aujourd'hui, pour trouver une location, c'est difficile en fonction des secteurs. Mais ça reste toujours plus simple que de devoir vendre une maison. Ouais. Voilà, enfin, c'est moins d'engagement. Voilà, Ouais, on va carrément. dire ça, c'est moins d'engagement. Carrément. Quand vous êtes locataire, il y a un gros avantage aussi, c'est que en fait, vous n'avez pas toutes les charges qui sont liées à la propriété. Donc, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, si vous êtes dans une copro, vous allez avoir des charges de copro, bien sûr. La taxe Vous allez foncière, avoir la taxe foncière, vous allez avoir des assurances, vous allez avoir pas mal de charges qui sont juste liées au fait que vous êtes propriétaire, que vous n'avez pas quand vous êtes locataire. l'entretien, les gros entretiens. Ouais, effectivement. C'est pas vous qui allez, s'il y a un truc qui pète dans votre appart, c'est pas vous qui allez payer les travaux, quoi. Quand vous êtes locataire, j'entends. Ouais, alors que locataire, voilà, vous payez le loyer, et derrière, c'est le propriétaire qui s'acquitte de toutes les grosses charges liées au bien. Carrément. Et tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais du coup, ça, c'est selon l'emplacement, selon où vous habitez aujourd'hui. Mais si vous êtes dans une grande ville, en fait, ce sera toujours moins cher d'être locataire que d'être propriétaire pour le même niveau de prestation, bien évidemment. Comme l'exemple qu'a cité Alex tout à l'heure. Donc, c'est vraiment ça. Si je dois faire un exemple chiffré, j'en ai un sous les yeux là pour vous donner. Mais par exemple, c'est l'exemple que tu as cité tout à l'heure. Acheter un T3 à Toulouse, ça vaudrait à peu près 360 000 euros. Donc ça fait 1 600 euros par mois de crédit sur 25 ans avec l'apport des frais de notaire. Plus à ça, rajouter à peu près 300 euros par mois de taxes foncières, de charges de copro, d'assurance d'entretien. Donc vous avez un coût global à presque 1 900 euros par mois, avec quand même un enrichissement latent d'environ 1 200 euros par mois, qui est le capital que vous remboursez. Mais quand même, vous allez sortir de votre poche 1 900 balles tous les mois. Ouais. Alors que si vous êtes locataire de votre résidence principale, pour un T3 dans le centre de Toulouse, là, ça va vous coûter à peu près entre 900 et 1 000 euros de loyer par mois. Donc, c'est quasiment divisé par 2
le coût d'être locataire c'est plutôt ça. que d'être En fait, propriétaire, quoi. ça dépend vraiment de votre situation géographique. Si vous habitez dans une grande métropole et que vous avez un projet d'investissement, vaut mieux rester locataire. Si vous habitez dans une ville de taille moyenne, par exemple Tarbes, je pense à cette ville, le prix de l'immobilier est beaucoup moins cher. Vaut mieux être propriétaire parce que pour le prix d'un T3 par exemple, ça va être la même mensualité de crédit à peu près que le coût d'une location d'un T3 à Tarbes pratiquement. C'est ça, Donc, dans ce cas-là, exemple chiffré, une voilà. acquisition à peu près à 100 000. Voilà. 500 € par mois de crédit sur 25 ans, comme on disait tout à l'heure. 100 € par mois de taxes foncières, charges de copro, assurance, entretien, parce que c'est aussi moins cher. Peut-être ça pourrait être plus élevé, mais je veux dire, même les taxes foncières et tout, parfois sont moins chères aussi dans les plus petites villes. Carrément. Donc on arrive sur un budget d'à peu près 600 € par mois contre un loyer qui serait entre 600 et 700. Donc là, dans les villes plus moyennes, plus petites, ça s'équilibre. Donc voilà, ça dépend vraiment de votre situation, encore une fois, d'où vous habitez. Il n'y a pas de règle qui marche pour Et il n'y a pas de bon projet ou pas. Si vous êtes financé sur une résidence principale, faites une résidence principale. L'idée, c'est que vous avanciez sur vos projets et vers vos objectifs. Voilà. Et encore une fois, ça peut avoir un gros intérêt de rester locataire parce que vous allez diminuer vos charges et vous pourrez potentiellement plus investir au début. En tout cas, ouais, dans un premier temps. Après, c'est bien d'être propriétaire de sa résidence principale. Et j'incite tous les investisseurs à un moment donné réaliser un projet de résidence principale. Bien sûr. Mais là, voilà, je parlais au début. Et encore une fois, si vous êtes quelqu'un qui ne compte pas du tout investir dans du locatif, achetez une résidence principale. Vous ne faites pas chier à être locataire si derrière, c'est pour pas investir, quoi, globalement. Voilà. Donc ça, c'était pour répondre à la question, parce que c'est une question qui revient souvent, et ça fait partie des questions qu'on se pose avant de commencer son projet. Il y a une deuxième question qu'on peut se poser. Là, c'est plutôt en termes de stratégie, du coup. Est-ce qu'on va faire de l'achat-revente ou est-ce qu'on va faire du locatif ? Alors, ça, c'est une grande question. Une grande question. Pour moi... L'achat-revente. Comment l'achat-revente ? L'achat-revente en tant que marchand de biens, donc le vrai achat-revente, ou comme les gens sur Instagram qui se disent marchands de biens et qui font de l'achat-revente en résidence principale. Que ça, c'est totalement différent et c'est pas du tout les mêmes engagements. Ouais, alors là, je pense qu'on va parler de l'achat-revente en résidence principale classique parce que le marchand de biens, c'est pas au sujet du jour. Si c'est un truc qui vous intéresse, on pourra faire un épisode avec toi, Alex, d'ailleurs, qui connaît un peu mieux le sujet. Mais le marchand de biens, voilà, pour moi, c'est donc, à notre niveau. Là, on parle de gens qui... en tant que particulier sur une résidence principale. Totalement. Donc, si j'ai le choix, moi, je veux investir. Je sais pas quoi faire. Est-ce que j'achète ma résidence principale pour la revendre d'ici 1 an et faire une plus-value et avoir du cash, ou est-ce que j'investis dans du locatif pour avoir un petit cash flow, un truc qui se rembourse tous les mois? C'est un peu la question. Donc pareil, encore une fois, d'où l'importance des premières étapes qu'on a dit dans cet épisode, mais il faut vous poser les bonnes questions. C'est quoi vos objectifs? De quoi vous avez besoin aujourd'hui? L'avantage de l'achat-revente, c'est que on en a parlé un peu tout à l'heure. Hein, mais voilà, mais c'est qu'on peut dégager, on va dire, des grosses poches de trésorerie assez importantes et relativement rapidement. Alors après, c'est peut-être moins favorable en ce moment, à l'heure où vous écoutez cet épisode avec des taux qui sont hauts et peut-être moins de gens qui achètent des RP. Mais bref, en tout cas... Il y a toujours des opportunités. Il y a toujours des opportunités. Donc le principal avantage, c'est que ça vous crée une réserve, on va dire, de capital que vous pouvez redéployer ensuite comme vous voulez. C'est une vision assez court terme quand même par rapport au locatif. Généralement, on a une vision un peu plus long terme. Voilà, c'est ça. C'est plus court terme. Parce que je disais tout à l'heure, si vous avez envie d'avoir, j'en sais rien, 20-30 000 euros sur 1 an, dans le locatif, ça va être plus compliqué, quoi. Ouais. Après, si vous faites ça. Attention à l'achat-revente, je tiens à préciser. Voilà, il faut que ça reste quand même très ponctuel. Il ne faut pas faire ça tous les ans, ni même tous les 2 ans, parce qu'il y a un risque de requalification en tant que marchand de biens. Oui, bien sûr. Donc non, mais voilà, je tiens à le préciser, parce qu'il ne faut pas en faire une activité, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait une activité, mais qui finalement s'en sont mordus les doigts et se sont fait après retoquer par l'administration fiscale. Bien sûr, c'est quelque chose à faire ponctuellement, sinon forcément ça va être considéré comme un business à part entière. Et que ça soit justifié aussi, que la revente doit être justifiée pour un changement de situation ou autre, mais voilà, qui est une logique quand même dans votre projet. Voilà.
Et les avantages de l'investissement locatif, c'est que vous allez capitaliser sur la création de patrimoine via le remboursement de la dette, le fameux effet de levier dont on a parlé dans le premier épisode de ce guide. Ensuite, vous allez avoir des revenus qui sont plus réguliers, là où sur un achat-revente, voilà, vous avez tout qui tombe, là vous avez des revenus qui sont plus réguliers, plus étalés. Vous bénéficiez aussi de la croissance à long terme du marché. Nous, on a une vision plutôt long terme en fait, de l'immobilier avec Alex. On n'investit pas pour faire des coups sur 2 ans. Enfin, en tout cas, c'est pas la philosophie. Nous, on a plus une vision long terme. Donc, pour nous, c'est intéressant de capitaliser sur cette croissance long terme des prix et des loyers, etc. C'est pour ça qu'on fait une grosse étude de marché avant d'investir dans les villes dans lesquelles on se positionne pour capitaliser sur la croissance de la ville, l'évolution et qui va entraîner de ce fait l'augmentation des prix de l'immobilier. C'est ça. Tout en liant la rentabilité lors de l'exploitation. Là où ça diffère un peu aussi entre achat-revente et locatif, c'est qu'achat-revente, vous n'allez pas avoir du tout ce qui est gestion de locataire, toute la partie gestion qui peut être gênante pour certains. Donc voilà, il y a forcément une gestion qui est soit coûteuse ou un peu plus chronophage dans le locatif que dans l'achat-revente. Donc voilà, c'est vraiment ce que tu disais, vision court terme pour l'achat-revente, vision long terme pour le locatif. Et après, c'est en fonction de vos préférences, il n'y a pas de bonne réponse, encore une fois. Donc voilà, on a traité ensemble là, les questions qui, en tout cas, on a remarqué qui revenaient souvent quand on préparait son projet d'investissement. Maintenant, pour un peu cadrer, établir votre stratégie, c'est important que vous ayez conscience des différents types de biens qui existent sur le marché, les avantages et les inconvénients de chacun pour que vous sachiez quoi acheter et dans quelle optique. Ouais. On va commencer par les appartements, du coup. Concernant la typologie, des appartements, il y en a plusieurs. Hein. Ça peut aller du T6, T7 au studio. Hein. Les avantages, ça va être qu'il y a une gestion quand même assez simple. En fonction du type d'exploitation, on va parler sur des exploitations classiques, donc en location meublée ou nue. Une fois que le locataire est dedans, généralement, on a fait une bonne sélection. Il n'y a pas trop de problématiques. Ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché, donc vous n'aurez pas de mal à trouver justement un bien qui correspond à vos objectifs sur des appartements. On y reviendra sur un épisode sur la recherche de biens, comment trouver un bien rentable justement. Et c'est plus liquide à la revente. Il y a beaucoup de gens qui recherchent aussi des appartements, que ce soit pour investir ou pour se loger. Donc ça reste quand même un produit qui s'échange assez rapidement. Ce n'est pas un bien... vraiment atypique l'appartement comme on pourrait avoir sur d'autres typologies. Ouais. Principaux inconvénients, forcément, alors ça dépend quand vous l'exploitez, mais si vous le louez à un seul locataire, vous avez un risque d'un payé plus important qu'un immeuble par exemple, parce que vous avez un loyer pour une mensualité de crédit. Et aussi la copro. Voilà, on sait que la copro, en fonction de ce que vous voulez faire dans votre appartement, ça peut poser problème. Donc élément très important à checker aussi la copro. Peut-être qu'on fera un épisode là-dessus aussi un jour. On verra. Ouais. Autre type de biens, les maisons. Donc les maisons, j'ai investi moi dans une maison, donc je peux en parler. C'était en location nue. C'est à peu près similaire aux appartements. C'est une gestion même encore plus simple parce que là, les maisons, c'est généralement loué en location nue. Donc une fois que le locataire a mis ses meubles dedans, il y reste pour quelques années. Donc il y a, encore une fois, si on a fait une bonne sélection du locataire, il y a une gestion assez simple. Il n'y a pas de copro. Donc ça, c'est vraiment top parce que c'est vous qui gérez votre bien comme vous le souhaitez. C'est assez liquide pour la revente, encore une fois, en fonction du secteur dans lequel vous vous situez. Mais les maisons, c'est recherché, surtout après le boom du Covid. Les gens recherchent des extérieurs et tout ça. Donc, c'est assez liquide. Et par contre, en inconvénient, c'est que ça peut avoir un coût élevé à l'acquisition. Plus qu'un appart, c'est sûr. Plus qu'un appartement, en fonction, encore une fois, de là où on se situe. Mais tout est lié, quoi. Ouais, voilà. Pour un même secteur, quoi. Moi, je trouve qu'il y a aussi un autre inconvénient, c'est que en tout cas, si la maison, elle atteint une certaine taille, qu'elle est très très grande, c'est pour moi impossible à rentabiliser en location classique. Selon les secteurs. Mais voilà, il faudra penser c'est très bien ça. Faudra penser à d'autres types d'exploitation, peut-être de la colocation ou autre, pour rentabiliser des grandes surfaces, parce que sinon vous allez payer une blinde et si vous avez qu'un locataire dedans qui paye 1000 balles par mois, ça va pas le faire. C'est une très bonne remarque. Voilà. Ensuite, les parkings. On a fait un épisode d'ailleurs consacré au parking sur l'IMO sans cravate avec Alexandre Lacharme. On en parle pas mal.
toi, tu as commencé par ça aussi. Ouais, j'en ai L'avantage, acheté, ouais. l'avantage de ça, c'est que c'est hyper accessible financièrement. Franchement, Ouais, c'est une miette de pain. C'est voilà. entre Tout le 1000, monde peut on acheter peut en ça, trouver quoi. des places de parking entre 1000 euros et bon, après, suivant les secteurs, ça peut monter à 30 000, 50 000 à Paris. À Paris, ouais. Mais ça reste accessible quand même par rapport à un appartement. En général, une place de parking, c'est 10 000 euros. C'est ça. Les baux Ils sont hyper souples. sont Ouais, c'est très pas, souples. voilà, c'est pas du logement. Donc, C'est très, très, très souple. Le locataire ne paye pas. Hop, vous faites venir la dépanneuse et ils prennent la voiture et c'est fini. On n'en parle plus. Ou vous changez vous désactivez les bips. Bon, il y a plein de solutions, mais c'est très souple et vous pouvez faire des baux de 1 jour, 1 semaine, 2 mois, 2 ans. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est difficile pour justement dégager une trésorerie importante. Il faudrait vraiment avoir énormément de parking ouais. pour pouvoir en vivre. En fait, ce qu'on dit souvent, le principal inconvénient de ça, c'est que à travail égal, entre guillemets, de recherche, de financement, en gros, tout le process d'un investissement, finalement, vous allez passer quasi le même temps entre Ouais, un c'est parking ça. et un immeuble, sauf que l'immeuble, par exemple, va beaucoup plus générer de patrimoine et de revenus que le parking. Donc, il y a cette notion d'échelle, en fait, où c'est compliqué voilà, il faut beaucoup en faire de parking pour que ça devienne vraiment intéressant. Ben justement, sur les immeubles, les principaux avantages, c'est la diversification du risque. Ben ouais, c'est Parce clair. que on a pour une seule et même acquisition, à la place d'avoir un seul locataire comme dans un appartement par exemple, on va avoir plusieurs appartements, donc plusieurs loyers qui vont rentrer et ça va diluer le risque. Ensuite, on peut trouver vraiment des grosses rentabilités, donc potentiellement récupérer un cash flow important sur les immeubles de rapport, qui est totalement réalisable aussi sur des appartements et sur les maisons, un peu moins sur les parkings. Mais voilà, ensuite, bien évidemment, l'immeuble, pas de copro. C'est vous qui Ouais. gérez votre bien comme les maisons. Ça, Et ça, c'est ouf. quand même royal parce que bon, la copro, on en fera un épisode à part, on ne va pas rentrer dans les détails. Par contre, en inconvénient sur les immeubles de rapport, c'est qu'il y a moins d'offres Sur le marché, oui, qu'un simple appartement, qu'un simple appartement, effectivement. c'est évident. C'est dédié quand même, c'est spécialisé pour les investisseurs, Ouais, alors qu'un appartement, si en tant qu'investisseur on veut l'acheter, on peut être en concurrence avec une personne qui veut y habiter. ouais, c'est-à-dire que là, l'immeuble, vous allez le revendre directement en bloc à un investisseur souvent. Ouais. Et du coup, peut-être une liquidité un peu moins importante que sur les apparts. Ouais. Mais bon, après, si vous avez un immeuble rentable qui tourne, etc., vous pourrez quand même acquérir Oui, ça c'est sûr. facilement. Et il y a une gestion, par contre, aussi dans les inconvénients qui est un peu plus contraignante parce que on passe d'un appartement à gérer à plusieurs appartements, à 3, 4, 5, 6, 7. Plus potentiellement 10. une copro, enfin voilà. Ouais, donc voilà, c'est un peu plus complexe. Après, il y a des automatisations pour justement limiter notre temps sur la gestion. Carrément. Donc là, on a vu un peu les questions à se poser avant d'établir une stratégie. Là, vous avez une idée déjà des différents types de biens avec leurs avantages et leurs inconvénients. On ne va pas rentrer aujourd'hui dans les détails des stratégies d'exploitation, etc. Ça fera l'objet d'un épisode à part entière. Sachez juste que voilà, il va falloir que vous preniez en compte en amont si vous allez exploiter le bien de manière classique, en meublé ou en nu à l'année, en colocation, en courte durée, etc. Mais voilà, on fera un épisode à part entière. Là où je voulais en venir, c'est que je voulais quand même qu'on aborde les différentes étapes d'un investissement pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre quand vous allez passer les étapes. Donc la première qui est la définition des objectifs, un peu ce que vous avez fait aujourd'hui et le cadrage du projet. Ensuite, nous, on a toute une phase d'analyse et d'étude de marché qu'on fait systématiquement à chaque investissement où on va étudier une ville, connaître les prix, de location, d'achat, de vente. Les projets de la commune, vraiment la étudier démographie, ouais, c'est ça. la ville dans son ensemble, vraiment connaître la ville par cœur, les quartiers par cœur, que ce soit sur les prix de l'immobilier, les prix des locations, les stratégies qui se font dans la ville et qui fonctionnent, l'évolution de la ville sur les projets à venir, bref. Tout ça. Vraiment, c'est très important. Ensuite ça va être trouver le bien rentable. Tout ça passe par diverses phases de prospection et de méthodes de prospection aussi.
qu'on utilise pour trouver un bien et ne pas se limiter seulement sur le Bon Coin où 98% des investisseurs regardent le Bon Coin sans forcément de grands résultats. Yes. Ensuite, une fois que vous avez trouvé le bien, vous allez le négocier, donc de toute cette phase de négociation. Et après, la phase d'acquisition, vous allez passer chez le notaire, vous allez faire une offre d'achat, un compromis, un acte authentique. Donc cette phase-là, chez le notaire, où il faudra faire attention à vous protéger pendant l'achat, etc. Après cette étape chez le notaire, va y avoir le financement. Donc toute la phase de on va aller pitcher le projet aux banques, en fait, tout simplement, monter un dossier de financement, pitcher le projet et se faire financer l'acquisition. Et ensuite, une fois que vous avez financé le bien, que vous l'avez acheté, ça va être la partie travaux. C'est pas obligé de faire des travaux dans tous les biens, mais nous, on recommande quand même d'investir dans l'ancien. Et donc, souvent, il y a au moins des petites rénovations et rafraîchissements à faire. Après ces travaux-là, il va falloir mettre en location en fonction de la stratégie que vous aurez choisie. Donc voilà. Sur la mise en location, pareil, il y a plein de choses à dire, que ce soit sur les baux, sur les automatisations qu'on peut mettre en place, etc. Mais ça sera un épisode à part entière. Et ensuite, on l'a mis en dernier, mais ça vient quand même en amont de toutes ces étapes, c'est la fiscalité. Optimiser la fiscalité pour enchaîner les projets, c'est quelque chose qui s'anticipe. Donc on l'a mis en dernier, mais en réalité, ça arrive aussi en même temps que la recherche de biens. Enfin, ça va avec la définition des objectifs, savoir ce qu'on souhaite réaliser avant pour pouvoir après enchaîner les projets. Dans tous les cas, toutes ces étapes, passer un peu rapidement dessus, on y reviendra tout au long des épisodes et de ces guides qu'on est en train de réaliser à chaque fois par épisode. Voilà, comme tu dis, on y reviendra en détail. Carrément. Et pareil pour la fiscalité, on dit que c'est un truc important à prendre en compte dans son projet. On fera un épisode dédié, je pense qu'il y a de quoi dire dessus. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, mettez 5 étoiles en dessous de cet épisode et laissez-nous un commentaire. Si vous avez des questions, on y répondra sur les prochains épisodes en fin de podcast. Carrément. Donc, et si vous avez pour projet d'investir et que vous ne sentez pas de le faire forcément seul, et que vous avez besoin de quelqu'un pour passer à l'action, être sûr de votre projet, que ce soit un projet rentable, qui vous correspond, qui dure dans le temps, etc., n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en bio, où vous pourrez voir un peu ce qu'on fait avec Sans Cravate. À très vite pour le prochain épisode. On vous dit à très vite. Ciao. Ciao.